Pourquoi le Parlement n'est pas convoqué une session extraordinaire à partir du discours du chef de l'État disant qu'il y a une menace de balkanisation pour qu'on fasse un débat au Parlement? Ça se fait quoi? Ils sont complices? Bonjour à tous, le peuple congolais en émoi après la diffusion des images sur les réseaux sociaux montrant un drapeau qui indique une nouvelle république, celle du Kivu. La nouvelle a suscité une grande émotion mais également un tollé général dans tout le pays. Cela a été l'œuvre de certains jeunes, certainement manipulés, ils ont été arrêtés, mais cela suscite également des questions. Que signifie cette manœuvre? Quelles sont les implications et les risques d'une éventuelle balkanisation? On en parle évidemment avec Freddy Mulumba Kabouaï, que vous connaissez déjà. Il est directeur général adjoint de la RTNC, écrivain, journaliste, politologue. Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour, Radan. Oui, vous avez certainement vu ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, un drapeau avec les écriteaux, République du Kivu. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela a suscité en vous? Et Adam, je pense que je fais toujours rappel à l'histoire récente. Parce qu'il y a eu un temps, M. Herman Cohen, que tout le monde connaît ici, ancien secrétaire d'État américain, je pense sous Bill Clinton, cet ancien diplomate avait fait une déclaration sur la guerre à l'Est. Il dit, même au département d'État américain, on sait que les Kivu appartiennent au Rwanda. C'est ce qu'il avait déclaré. Quand j'étais au potentiel, on a titré sur ça. Il y a eu les réactions de l'ambassade américaine pour savoir, pour nous dire que Cohen n'engage pas l'État américain. Okay. Après ça, Cohen a fait un droit de réponse. Donc l'interview était accordée au site d'un compatriote congolais vivant en Amérique, site 243, code 243. Donc en publiant qu'on a réagi, pour la toute première fois que Cohen réagisse dans les réponses. Qu'est-ce que Cohen écrit? Je préfère lire parce que ce sont des choses qu'on peut vérifier facilement dans le potentiel. Dans ma lettre au président Obama, j'ai suggéré qu'on légalise les commerces de mines, de minerais au Kivu, qu'exploitent les hommes d'affaires rwandais. Le Rwanda a envahi le Kivu en 1998. Pendant 6 ans, il a mis en place des réseaux pour l'exploitation des minerais, surtout les coltans qui rapportent des milliards de dollars. Je pense que tout le monde trouvera son compte et la RDC percevra des impôts. J'ai proposé que le commerce des minerais soit légalisé, mais j'ai rencontré une opposition farouche de la part des Congolais qui évoquent la question de souveraineté. Ce sont les droits de réponse de Cohen, les potentiels. Qu'est-ce que cela signifie lorsque Cohen parle et de cette manière? Il dit qu'il parle du coltan qui rapporte beaucoup d'argent et il parle de la résistance farouche des autorités congolaises. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ces déclarations? En fait, quand Obama a pris le pouvoir, il était à la Maison-Blanche en 2008, il avait déposé la lettre sur la table d'Obama pour qu'on puisse régler le problème, donc qu'on confie, qu'on laisse les structures rwandaises d'exploitation des minerais, des entreprises rwandaises, dans le Kivu, mais que l'État congolais profite seulement à travers les impôts. Donc c'est une autre sorte de balkanisation. C'est pour que les gens comprennent quel est le sens qu'on peut donner à ces drapeaux qui ont été implantés. Donc ça ne vient pas au hasard, on ne prend pas ça à la légère. Donc c'est tout un plan qui est déjà mis en place pour que les Kivu soient détachés. Et vous allez faire une analyse rigoureuse. Vous verrez que dans leur stratégie, c'est prendre du nord Katanga, ou bien de Katanga jusqu'à en Ituri. C'est là où on appelle les coffres-forts des minerais, donc les coffres-forts du Congo. C'est la stratégie de qui? Parce que dans les réseaux sociaux, on a dit c'est l'œuvre de jeunes. Ces jeunes ont même été appréhendés, arrêtés. Dans l'imaginaire collectif, on se dit, bon, ce sont des jeunes qui s'amusaient à implanter un drapeau. Non, ce ne sont pas des jeunes, il ne faut pas être naïf. Selon vous, c'est qui? Quels sont ces gens?
En fait, ce sont des globalistes, ce qu'on appelle mondialistes, qui sont à Kigali. Et vous allez voir que cette guerre a été soutenue par les hommes d'affaires américains avec les hommes politiques. L'expérience avec Clinton. Donc, ils sont déterminés à détacher les Kivu et l'attacher au Rwanda, créer notre État. Donc, vous voyez un peu la République du Kivu, c'est pas la République. On va créer un État pivot entre le Congo et le Rwanda qui va un peu fusionner avec les temps. Mais quand vous regardez de plus près, vous vous rendrez compte qu'il y a des populations qui résistent. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends l'exemple des peuples nandais. Les Nandais sont les seuls aujourd'hui qui résistent. Et la stratégie des autres, c'est comment casser les Nandais. Voilà pourquoi on tue chaque jour à Beni. On tue chaque jour à Butembo. On a commencé même avec les Touri. Pour casser le moral de ces peuples. Et dès que les Nandais abandonnent, donc baissent les bras, on prend les Kivu jusqu'à Nuturi, quelquefois avec le Nord Katanga. C'est ça la stratégie qui est mise en place. Qu'on ne prenne pas ça à la légère. Mais justement, souvent on tire la sonnette d'alarme pour dénoncer les tentatives de balkanisation. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir quelles sont les implications d'une balkanisation, quels sont les risques aujourd'hui encourus par l'État en cas de balkanisation. Mais le Congo est affaibli. Et si le Congo est affaibli, l'Afrique est affaiblie aussi. Parce que c'est quand on est grand, on est fort. Quand on est émietté, on est faible. Donc vous aurez des petits États qu'on va exploiter à tout moment. C'est comme le cas du Soudan. Le Soudan a été coupé en deux. Mais regardez aussi le Soudan, ce qui se passe. Mais c'est une catastrophe. Les Noirs s'entretuent. Ceux qui venaient donner des leçons de démocratie ont disparu. Mais ces Noirs-là sont assis sur les mines d'or, sur le pétrole, qui n'exploitent pas. Mais quelles sont les images qu'on reflète dans l'opinion? Des enfants maigrichons, avec des mouches dans des bouches, des gens... Donc, on montre la misère des nègres. Alors que les médias ne veulent pas traiter une information correcte en disant les causes, c'est quoi? Ce sont les intérêts économiques. Et ça, les médias occidentaux ne disent pas la vérité. Et curieusement aussi, comme on est naïf, on est aliéné, nous reprenons. Donc, nous faisons l'erreur, on coupe les Kivu, donc on prend tout l'Est, on annexe au Rwanda, c'est ce qui les intéresse. J'avais pris un exemple ici. Regardez, quand on a monté la FDEL, l'objectif c'était quoi? C'est limité à l'Est du Congo, là où il y a les minéraux. Mzee Kabila arrive à Kisangani. Il a fait un discours, parce que Mzee c'est un grand stratège. Il a fait un discours au stade, avec les représentants de, je pense, Nations Unies, un Algérien. Il demande à la population, est-ce qu'on peut s'arrêter ici? La population répond non, Kinshasa. Et un autre élément important, que les gens doivent être très attentifs. Pendant cette période, Tshisekedi, 3 jours avant, a été consulté par des troupes américaines, par des Américains, les Belges et les Français. Les troupes étaient à Brazzaville, en disant, si vous acceptez que vous devenez président, les troupes entrent. Mzee a décidé d'arriver à Kinshasa. Tshisekedi a refusé de prendre le pouvoir par la force. Il a dit, moi j'aime la démocratie. Voilà les éléments sur lesquels il faut toutefois rappeler aux gens. Qu'on ne prenne pas ça au hasard. Si Mzee avait dit de décider de rester à l'est du Congo, donc à Kisangani, la banation s'était déjà défaite. On aurait peut-être 2 États. Si Tshisekedi avait accepté de prendre le pouvoir ici grâce à l'armée américaine, belge et française qui était placée à Brazzaville, il serait président du Congo de l'Ouest et Mzee Kabila président du Congo de l'Est. C'était la banation défaite. Donc à chaque fois, nos amis occidentaux changent de stratégie. Donc c'est à nous maintenant de savoir comment démonter ça. Ça signifie qu'il faut faire appel à l'histoire. Et je reprends encore, il faut que les médias en parlent. Voilà, on vous crée des faux débats. On vous désoriente. Une crise éclate, et une autre revient. Une crise éclate, une autre revient. Tantôt, tout est créé parce qu'à l'intérieur du Congo, il y a des complices qui font leur jeu. Donc, les porteurs de masques, ils sont nombreux ici. Voilà des crises qui ne servent même pas à rien. Après un temps, ça disparaît, l'autre revient. Voilà. Mais là où il y a des problèmes sérieux de l'Est,
On n'en parle même pas au Parlement. Pourquoi le Parlement n'est pas convoqué une session extraordinaire à partir du discours du chef de l'État, disant qu'il y a une menace de balkanisation, pour qu'on fasse un débat au Parlement? Ça se fait quoi? Ils sont complices? Tout est clair. Si vous avez un Parlement complice, au lieu de voir les problèmes de la nation, de la survie de la patrie, mais un Parlement qui parle des questions secondaires. Donc la complicité est très grave. Oui, on a l'impression que la problématique de la balkanisation ne concerne que des individus, chefs de l'État, ministres ou la population, ou les populations de l'Est, mais ce n'est pas encore une affaire véritablement étatique lorsque les institutions du pays n'en prennent pas conscience, comme vous le dites. Donc ce n'est pas un sujet véritablement étatique dans sa globalité. Non, le problème du temps de Kabila, quand il faisait le discours, il reprenait. Maintenant, le président qui vient de faire la même chose. Pourquoi les gens sont au Parlement? Mais les institutions ne relayent pas ce discours. Mais pourquoi? C'est la question qu'il faut poser. Ça signifie qu'il faut des situations alternatives. Il faut que les véritables intellectuels prennent les choses en main. Parce qu'on est tellement infiltrés. On n'a pas d'autre choix. La question, c'est aussi les populations concernées, parce que la zone la plus convoitée, c'est bien sûr la partie est du pays. C'est bien, il y a le Katanga aussi, mais là nous parlons essentiellement de la partie est du pays. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces populations, les premières personnes concernées qui sont sur place, qui peuvent être manipulées par les grandes puissances, par les entreprises multinationales? Non, je pense que ceux qui sont manipulés, ce n'est pas la population. La population souffre sérieusement. Faites les calculs depuis 1994 jusqu'à ces jours. Est-ce qu'on s'imagine dans quelles conditions les gens, les populations de l'Est ont souffert? Il n'y a pas seulement que les Nandais, il y a plusieurs peuples qui souffrent à l'Est du Congo. À cause des multinationales qui veulent mettre la main sur les minéraux du Congo. Donc c'est moi je peux dire ceci. Tout celui qui se sent congolais ne peut pas parler de la balkanisation du Congo. Tout celui qui est étranger, qui n'est pas congolais, est d'accord avec la balkanisation. Les choses sont très claires. C'est à chacun s'identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. Merci Freddy Mulumba pour nous avoir donné toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de la RTNC, politologue, écrivain, voilà, mais aussi journaliste. Merci de nous avoir reçus. Merci cher ami. Car on sait